Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Pour cette vue de haut, nous sommes donc avec Marie Darmagnac, journaliste et essayiste, spécialiste de l'Italie et plus particulièrement de Rome. Bonjour Marie Darmagnac, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on va parler de l'Italie et puis pour commencer un angle d'attaque un peu surprenant, pourquoi pas parler des États-Unis puisque c'est quelques titres qu'on peut retrouver dans la presse ce matin, le rôle de l'Italie vis-à-vis de Donald Trump. Est-ce que cette élection, cette investiture de Donald Trump signe un tournant pour la position des Italiens dans l'Union européenne? Aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants européens qui s'inquiètent de cette investiture de Donald Trump. Giorgia Meloni, elle, semble tracer une nouvelle voie. Oui, et alors c'est une voie qu'elle trace depuis longtemps. Il faut revenir un petit peu en arrière et voir que sur le plan historique, la droite italienne a toujours été très atlantiste. Il y a déjà quelques années, elle avait été invitée au CIPAC à faire un discours. Le CIPAC, c'est cette manifestation conservatrice qui a lieu au moins une fois par an aux États-Unis. Elle était alors l'invitée d'honneur, alors qu'elle était très bas dans les sondages. C'était quand elle... Enfin voilà, elle était. Mais ils ont vu peut-être un espoir pour la droite italienne. Alors quand on revient donc au contexte d'aujourd'hui, effectivement, dès l'élection de Trump, elle a filé pour un dîner exclusif et un tête-à-tête en fait à Mar-a-Lago, donc avant l'investiture, il y a quelques jours. Il s'agissait notamment de demander euh, aux États-Unis d'appuyer la libération d'une journaliste italienne qui était dans les geôles iraniennes. Et en contrepartie, en fait, l'Italie avait arrêté à Milan un ingénieur iranien sur ordre des États-Unis. Et en fait, quelques jours après la libération de cette journaliste, l'ingénieur iranien a été libéré lui aussi. Donc elle a réussi tout de suite à négocier et on voit en fait, si vous voulez, c'est un peu un symbole et en tout cas un bel exemple du leitmotiv de Giorgia Meloni, qui est les intérêts des Italiens d'abord, et elle met son pragmatisme politique et un sens aigu de la politique, il faut le dire, au service des Italiens. Alors, par rapport à l'Union européenne, effectivement, il est assez clair qu'elle va être le lien entre l'Union européenne, qui, pour rester dans le registre un peu d'un euphémisme, est assez hostile à Donald Trump, et en même temps, au sein de l'Union européenne, elle a une certaine, si vous voulez, une certaine assise aux élections européennes. Elle a été le seul chef d'État en poste à avoir un score de premier de la classe, hein. Elle est arrivée en tête dans son pays, son mouvement Fratelli d'Italia. Donc voilà, je pense elle va jouer un rôle de lien, etc. Alors, on a entendu effectivement ce matin et lu dans la presse ce matin que Donald Trump allait effectivement, comme il l'avait promis, et hausser les droits de douane vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce qu'elle, de son côté, elle ne négocie pas, si vous voulez, en parallèle pour son pays? On peut se le demander. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a eu, c'est intéressant, il y a eu, il y a 2 jours, une espèce de petite vidéo qu'elle a faite et elle s'affiche avec toutes les rencontres qu'elle a fait des chefs d'État. Avec les chefs d'État, notamment chefs d'État indiens, chefs d'État albanais dont elle est proche, toute l'intense activité diplomatique qu'elle a développée depuis qu'elle est au pouvoir. Et elle explique, et elle dit, texto, on me dit que je suis trop dans la politique internationale, mais quand je m'occupe de politique internationale, c'est que je m'occupe de politique intérieure, je m'occupe des Italiens. Et effectivement, on a vu quand même qu'en 2022, Heu, l'Italie avait 86 milliards d'euros d'excédent commercial hors produits énergétiques, contre 40 milliards en 2021. Et en fait, elle le dit, elle y va pour ses industries, pour ses emplois, pour l'ouverture, à l'international de ses entreprises. C'est vraiment Italia First, et je pense que c'est effectivement un langage qui peut parler à Donald Trump. Mmh. Et nous, si vous voulez, à côté, c'est, Europa First, toujours, toujours, toujours. Donc il y a effectivement un certain déséquilibre, et je pense que, l'Italie et dans une moindre mesure, Viktor Orban en Hongrie, seront les interlocuteurs privilégiés de Donald Trump. Oui.
Est-ce que Giorgia Meloni pourrait même se détourner de certains dirigeants européens qui pourtant font partie donc de cette Union européenne à laquelle, à laquelle elle prend part également, au profit de Donald Trump pour des raisons idéologiques, puisqu'on entend beaucoup de dirigeants critiquer Giorgia Meloni pour ses positions, donc vous l'avez dit, notamment assez patriotiques, plutôt conservatrices. Et là, elle va avoir face à elle un dirigeant très puissant qui est en plus à peu près sur la même ligne idéologique qu'elle. Alors, elle est italienne avant tout et donc européenne. Ils ne sont pas les deux seuls au monde à avoir cette ligne conservatrice. À l'investiture de Trump, il y avait également Santiago Abascal, dont on n'a pas parlé, ce que j'ai lu dans la presse italienne. Non, j'ai pas vu ça en France. Donc, elle n'était pas seule. Et voilà, si vous voulez, la ligne, je pense, une des lignes, parce que tout est quand même assez subtil et complexe et multifactoriel, c'est de créer non pas une internationale réactionnaire, mais une internationale conservatrice. Ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a effectivement, c'est ce que rappelait Arthur de Vatrigan tout à l'heure, il y a un corpus derrière. Il y a des idées, il y a une logique, il y a une cohérence idéologique. Et voilà, et je pense que c'est ce qui est en train de se créer. Si c'est la volonté des États-Unis, ça va quand même entraîner. Je pense que ça aura des répercussions. Les répercussions positives qu'on peut attendre en Europe, elles sont celles-là. Elles sont évidemment pas financières, certainement pas diplomatiques pour nous, Europe et surtout la France, puisque nous sommes dirigés par Emmanuel Macron, qui, je pense, n'est pas en meilleur terme avec Donald Trump. Voilà, c'est vraiment une espèce de révolution conservatrice en marche. Oui. Donc en fait, l'avenir, c'est le conservatisme. C'est ce que je pense qu'ils vont essayer de montrer. Et du coup, ils ringardisent tous les Trump, tous les Macron, Van der Leyen, etc., Olaf Scholz. Voilà, c'est assez intéressant. En sachant qu'en plus, il y a une espèce de nouveauté, c'est que le progrès technique, il est il est de leur côté. Quand on voit ce que fait Musk, par exemple, alors bien sûr qu'il n'est pas le seul et qu'on a des projets d'excellence en France et en Europe, ça c'est sûr, mais on est très en retard. Est-ce que vous pensez qu'un jour les Italiens pourraient reprocher à Giorgia Meloni ses amitiés justement avec Donald Trump et avec les États-Unis, puisqu'aujourd'hui on a quand même aussi tout un discours qui résonne à droite de méfiance vis-à-vis de cette grande puissance qui, on le sait, est assez familière des tentatives d'ingérence dans les pays européens. Mais il faut se méfier. Je pense elle est pas, c'est pas une bénie oui-oui, elle sait très bien ce qu'elle fait. Il faut se méfier à partir du moment où on garde. Enfin, les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est quand même une histoire qui est très différente. Les États-Unis, en fait, c'est quand même encore un pays neuf. C'est un pays multiethnique et multiracial dès l'origine, en fait. L'immigration fait. Il y a eu une énorme immigration italienne aux États-Unis. Il y a des liens avec les États-Unis que l'Italie a et que la France, par exemple, a beaucoup moins. Mais elle est italienne avant tout. Et je pense pas que ses électeurs le lui reprochent parce que la société italienne est quand même assez, philo-américaine. Et bon, je sais pas. Je pense qu'à partir du moment où elle agit dans l'intérêt notamment financier, diplomatique, économique, commercial de l'Italie, je ne vois pas pourquoi on le lui reprocherait. Il y a un sondage qui est tombé récemment. Ça fait 2 ans, disons un peu plus de 2 ans qu'elle est au pouvoir et elle prend encore des points dans les sondages. Pour l'instant, visiblement, les Italiens la soutiennent. Oui. Même s'il y a encore énormément de choses à faire. Tout son travail diplomatique, elle l'a déployé également avec Ursula von der Leyen il y a quelques mois. Est-ce qu'il y aurait aussi un scénario dans lequel Giorgia Meloni se retrouve prise entre deux feux avec cette Ursula von der Leyen et Donald Trump qui, pour l'instant, s'affichent comme étant quand même deux opposés? Bien sûr, c'est un jeu de bière à 4 bandes. Hein. Ça, c'est sûr que ça n'est pas facile puisque l'Italie fait partie de l'Union européenne, c'est même un pays fondateur. Que le plan c'est un des pays qui bénéficie le plus du plan de relance, dont elle négocie à chaque fois les tranches et qui sont conditionnées à des réformes, notamment des réformes administratives qu'elle mène, qu'elle est en train de mener. On voit d'ailleurs dans son mandat gouvernemental qui normalement dure 5 ans, ne dure jamais 5 ans en Italie, et là je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas 5 ans, ce qui déjà est exceptionnel en soi, qu'elle a engagé des réformes et qu'elle réussit à débloquer les fonds tranche par tranche parce qu'il y a une volonté de mettre les comptes publics en ordre, parce que la politique est sérieuse. Et puis elle est appuyée là-dessus
Et ça, c'est une des grandes. On l'a vu, nous, en France, avec la déstabilisation institutionnelle créée par Macron. Les milieux d'affaires, les milieux financiers, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité. Ouais. Donc effectivement, elle est Voilà. rassurante à ce niveau-là. On a un chiffre qui est sorti en cette fin d'année 2024. Giorgia Meloni, c'est aussi 60% d'arrivées régulières en moins en 2024 en Italie. Comment est-ce qu'on interprète ce chiffre? Il y en a certains qui expliquent que s'il y a moins d'arrivées régulières, c'est parce qu'elle a tendance à plus régulariser aussi. Alors, ça, c'est vrai que il y a un déficit démographique gigantesque en Italie, donc il manque de bras. Et donc, je pense que les régularisations pour les métiers en tension sont réelles. En revanche, elle s'est rendue compte il y a quelques mois qu'il y a eu évidemment des fraudes et des abus, notamment dans les contrats de travail qui permettaient de régulariser, enfin en tout cas de faire venir avec un visa régulier des immigrés. Et donc elle a mis un peu le coup de pied, enfin elle a mis des enquêteurs dessus. Enfin, il y a une enquête en cours. C'est vrai aussi quand même qu'il y a les liens, et ça aussi c'est la diplomatie, les liens qu'elle a pu nouer avec les accords avec la Tunisie, où elle a été moteur d'accords de l'Union européenne, la gauche européenne avait essayé et italienne singulièrement, avait essayé de les torpiller. Il y a eu ça, les investissements absolument gigantesques qu'elle a fait en Libye euh, pour, euh, pour développer l'industrie énergétique, etc. Mais aussi, en contrepartie, avoir un droit de regard et renforcer un peu le contrôle des flux migratoires. Tout ça, ça paye, il y a un effet dissuasif. Il y a aussi ce qu'elle avait imaginé, c'est de faire venir les migrants pour traiter les dossiers en Albanie, donc extra Union européenne, extraterritorialité, avec des juges italiens qui jugeraient sur place. Pour l'instant, le projet est à l'arrêt parce qu'il y a les juges italiens qui mettent les bâtons dans les roues, mais l'affaire n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on dit. Mm. Bon, c'est assez subtil, donc on ne va pas le détailler là, c'est des arguties juridiques. Elle espère, et ça je pense que les relations, disons, cordiales qu'elle a réussi à nouer avec Ursula von der Leyen vont peut-être payer. Elle espère que l'Union européenne rende une décision, c'est-à-dire il faut définir une liste de pays sûrs. Et à partir du moment où l'Union européenne le dit, les juges italiens qui, en plus, à chaque fois, opposent le droit européen au droit national italien, ne pourront que acquiescer à cette histoire de pays sûrs. Voilà, Mm. c'est le point sur lequel toute l'affaire albanaise achoppe pour le moment, mais l'intention, aussi bien en Albanie qu'en Italie, de faire fonctionner ces centres d'études de dossiers est encore très ferme. Donc je ne pense pas qu'elle fera tout pour gagner ça, parce que ce serait un des aveux absolument formidables Ouais, pour elle. on fera le point sur ce dossier On quand on attend. aura le dénouement, effectivement. L'Italie, Giorgia Meloni, c'est aussi une Italie qui arrive à s'imposer à nouveau donc, au sein de l'Union européenne, même avant l'investiture de Donald Trump. Fut un temps, elle était un peu à la traîne. Aujourd'hui, on a donc par exemple notre ministre délégué à l'Europe qui s'est rendu à Rome pour la rencontrer et qui expliquait constater un certain nombre de rendez-vous ratés avec l'Italie. Est-ce que c'est pas une forme de mea culpa, l'aveu d'une forme de mépris vis-à-vis de l'Italie? Et aujourd'hui, du coup, on a un Benjamin Haddad qui essaie de renouer les liens parce qu'il a conscience de la place que l'Italie occupe et va occuper dans les années à Effectivement, venir. c'est assez spectaculaire. Au début de son mandat, c'était elle qui courait toutes les Bah oui. chancelleries européennes et mondiales pour redonner à l'Italie une place au moins sur le plan international, au moins psychologique en fait. Ouais. Il y a une expression en Italie qui dit avant les chefs d'État arrivaient le chapeau à la main. Vous savez, avec cette attitude un peu soumise, pour demander, toujours demander, essayer de négocier, supplier, etc. Maintenant, on vient voir Giorgia Meloni. C'est assez frappant. Il faut se souvenir quand même qu'Elisabeth Borne, à propos d'ingérence, Elisabeth Borne, dès l'élection de Giorgia Meloni, a dit qu'ils seraient vigilants, ils auraient un droit de regard sur le respect de l'état de droit en Italie, etc. Et quand même. Et là, le discours a effectivement changé. L'homme fort de l'Europe, c'est une femme. Mm. Voilà. Effectivement. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est vraiment des questions de diplomatie, d'économie, de politique? Est-ce que le biais idéologique a une grosse importance? On le voit aujourd'hui, il y a quand même ce renouveau des mouvements patriotes conservateurs, même sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé à notre antenne. Est-ce que on assiste à une forme de légitimation justement de ces mouvements et dont va profiter Giorgia Meloni? Alors, légitimation,
je ne serais pas aussi optimiste, mais en revanche, c'est un fait. Et donc, même Bruxelles était obligée d'en tenir un peu compte. Et puis, il faut voir que le mouvement des conservateurs et réformistes européens que Giorgia Meloni a longtemps dirigé, et maintenant c'est le Polonais qui le dirige, et dont Marion Maréchal est vice-présidente, est un espèce de trait d'union, là encore, entre le PPE de Manfred Weber, etc., et qui est le parti d'origine de Ursula von der Leyen, et les souverainistes et patriotes où siègent le RN, la Ligue, etc. Euh, il faut voir qu'en fait, ils n'ont pas réussi à s'unir. Chacun avait des exclusives et pas, ou des exclusions les uns par rapport aux autres. Donc ça a été un peu compliqué, le RN avec la FD, etc. Bon, ça d'accord, mais il faut voir que texte par texte, il y aura des majorités de circonstances, ça c'est clair. Et je pense que le CR, les conservateurs et réformistes européens, ont un vrai rôle pivot, clé à jouer. Parce que le PPE, par exemple, a dit jamais l'extrême droite, etc. Mais le CR, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est au pouvoir, Ouais. en fait. Le temps avance, on va parler de politique interne après avoir parlé donc de cette diplomatie qu'a réussi à mettre en place Giorgia Meloni. En interne, elle a aussi un excellent bilan et d'ailleurs, toute cette politique interne, elle s'en sert aussi pour affirmer ses positions conservatrices. On a l'Humanité qui titrait récemment, en Italie, Giorgia Meloni engage la mise au pas idéologique du système scolaire. Alors puisque c'est l'Humanité qui en parle, nous on peut comprendre que c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Marie Alors Darmagnac? effectivement, il y a quelques jours, elle a annoncé une réforme de l'éducation. Je peux vous en parler, bon, quelques points. Il y a dans les écoles italiennes une note de conduite, une note de comportement, qu'on retrouve dans certaines écoles hors contrat françaises, mais donc chez nous c'est une niche, chez eux c'est général. Ouais. C'est dans tout le système, y compris le système public. Et elle redonne de la force et à cette note pour restaurer l'autorité du corps enseignant, c'est-à-dire que on étudiera franchement les notes de conduite pour passer en classe supérieure et même pourquoi pas pour se présenter les élèves aux examens d'État. Donc ça c'est quand même extrêmement important. Retour du latin dès la 5e. À l'école primaire, il y a une discipline qui s'appelle l'EPICA, c'est-à-dire les grands récits mythologiques qui vont être étudiés dès l'école primaire, c'est-à-dire ils mettent dedans la Bible, la mythologie grecque, la mythologie orientale et les grands récits, les grands contes nordiques. Heu, pour l'instant, il y a un syndicat de directeurs d'école qui se félicite, qui dit que ça va dans le bon sens, etc. Des professeurs disent: «Si on ne connaît pas la Bible, on ne comprend rien à l'histoire de l'art, on ne comprend rien à l'art, donc on ne comprend rien à Mmh. l'Italie, ni même à la France, en fait». Donc voilà, il y a d'autres évidemment un renforcement de l'enseignement de l'histoire, centré sur l'histoire nationale du pays et l'histoire occidentale. Et ça, c'est honnêtement, c'est révolutionnaire. La révolution, elle est là aujourd'hui. C'est ça qui est l'avenir, c'est ça, en fait, qui est en train de se dessiner. Le reste, c'est de la ringardise. Ouais. C'est Et amusant de voir ce paradoxe. L'avenir se trouve dans les racines oui, aujourd'hui. mais oui, parce qu'on ne peut plus les gens se rendent bien compte qu'on ne peut pas avoir un peuple, fier de lui, sûr de lui, qui a confiance en lui, qui avance donc sur le plan économique, sur le plan démographique. Ça franchement, c'est un gros sujet, aussi bien en Italie qu'en France. S'il ne se connaît pas, s'il c'est pas fier de lui-même et ça, c'est très important. Il y a aussi le renforcement, bien sûr, de l'étude de la langue et de la syntaxe, italienne dès le primaire. Donc il y a des tas de mesures. Alors j'avoue que je n'ai pas de chiffre de coût, mais honnêtement, ça tient plus de la réorganisation Ouais. que de on pourrait faire ça en France. Bien sûr qu'on pourrait faire ça. Oui. Voilà. À commencer par, vous l'aviez dit, cette redonner de l'importance à l'autorité dans l'enseignement. Oui, C'est quelque chose d'ailleurs qu'elle développe plus généralement dans toute l'Italie. Giorgia Meloni, aujourd'hui, on est beaucoup à la percevoir comme une femme forte, une femme d'autorité. oui, absolument, mais elle a engagé, il y a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, dans un village du sud de l'Italie, près de Naples, un fait divers atroce, comme on en a tous les jours chez nous. Elle s'est rendue sur place, elle a été aidée du curé du coin. Elle a fait le ménage, elle a envoyé des policiers. Le curé qui n'était pas forcément, mélonien ou Mm. méloniste, au départ est revenu il y a quelques semaines en disant: «Eh ben ça a marché, maintenant ça marche droit», avec des infrastructures, mais avec une forte présence policière, en fait, et puis avec, une réduction de la délinquance par, enfin, oui,
forcément par ça. Et c'est un quartier qui, bien sûr, est pauvre et qui s'appelle Caivano. Bien sûr, est pauvre, etc., mais qui commence à retrouver un semblant d'ordre, etc., alors que le président de la région Campanie est un comment dire? Un homme politique de gauche et qui est extrêmement opposé à Giorgia Meloni, qui n'a fait que la critiquer quand elle est venue, en disant qu'elle faisait un défilé de mode, qu'on appelle la passerelle en Italie. Mmh. Elle vient, elle se montre, et en fait non, c'est un exemple qu'on cite et qui est bon, après il y a encore beaucoup de délinquance, parce qu'il y a beaucoup d'immigration dans le nord de l'Italie, c'est un vrai sujet, mais on a l'impression qu'ils ont sous les yeux, plusieurs exemples européens, dont le nôtre, et qu'ils ne veulent pas en arriver là. C'est Oui. très clair. Alors effectivement, on sert de contre-exemple. Est-ce que, à l'inverse, l'Italie pourrait être un exemple pour la France, notamment donc dans toutes ces mesures qu'elle arrive à imposer en interne, qui vont à l'encontre de certaines directions que l'Union européenne tente de donner? Je pense à l'éducation. On avait un texte qui se profilait, qui voulait justement uniformiser et effacer toutes ces nuances qui appartiennent à chaque pays, l'histoire, la langue, toutes ces racines qu'on devrait cultiver dans le système éducatif. Voilà, l'Union européenne tentait de gommer cela. Aujourd'hui, Giorgia Meloni, elle va à l'encontre de ces idées. Et nous, en France, on entend souvent, oui, mais même avec toute la bonne volonté du monde, face à l'Union européenne, on ne peut rien. Est-ce que c'est pas l'exemple, justement, Alors, qu'on ça peut... va quand même être intéressant de voir dans quelle mesure, et c'est tout à fait possible, voire probable, mais il faut voir après comment l'Union européenne va réagir avec ce qu'elle demande. Ouais. On va voir, ça va être très intéressant de voir ce qui, dans les faits, sera effectivement réalisé. Mais là, l'effet d'annonce est déjà quand même intéressant. Oui. Oui, et puis ce renforcement, on en reparle, mais ce renforcement des liens diplomatiques avec Donald Trump rend Giorgia Meloni aussi un acteur dont on ne peut plus se défaire au On sein ne de peut l'Union pas se européenne. passer, effectivement. Et ça va peser dans ces négociations avec Ursula von der Leyen. Je pense, il y a toujours quelque chose dans la balance. C'est une femme politique très pragmatique, donc il y a des choses qu'elle ne fait pas tout de suite. On dit, elle laisse tomber, elle trahit. Elle ne fait pas tout de suite pour avoir. Elle gère des urgences aussi. Enfin, il y a des urgences économiques, des urgences d'emploi, d'industrie. L'industrie automobile va être extrêmement affectée, vraiment une grande part de l'économie italienne va être très affectée par la fin des moteurs thermiques, etc. Je pense qu'elle va essayer de négocier ça. J'avais vu il y a quelques mois, ils avaient dit non, non, pas nous, c'est Salvini qui avait dit ça parce qu'il est ministre des Transports, Matteo Salvini. Il avait dit non, alors nous, on ne peut pas appliquer ça, c'est pas possible, ce sera une casse sociale incroyable, etc. Et tout de suite, l'Allemagne, qui est aussi un grand producteur automobile, avec une grosse industrie automobile, avait dit bah alors nous non plus. Parce qu'effectivement, autrement, voilà. Donc je pense que cette histoire de moteur thermique, de fin des moteurs thermiques en 2035, c'est-à-dire demain, objectivement, avec tout ça, ce que ça suppose de casse économique et sociale, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Mm. J'espère. Dans quelle mesure, Marie d'Armagnac, la France donc peut s'inspirer des politiques menées par Giorgia Meloni? Parce que c'est tentant d'en rêver, vu tout ce que vous nous racontez, mais on sait bien que d'un pays à l'autre, il existe des spécificités et Bien qu'un sûr. modèle ne peut pas se S'exporter. transposer. Voilà. Après, c'est à la différence des États-Unis, l'Italie, c'est quand même un pays latin comme le nôtre, un pays européen. On a la même culture. Je pense que c'est sans doute le pays dont on est le plus proche. Moi, je l'ai vu en ayant vécu là-bas longtemps. Donc c'est effectivement, notamment la droite française, c'est plutôt l'Italie et même l'Espagne, enfin la tradition espagnole, la droite espagnole qu'il faut suivre et dont il faut s'inspirer ou en tout cas alimenter le débat chez nous avec eux, bien plus que les États-Unis, ça c'est très clair. Mais si vous voulez, il faut être au pouvoir en fait pour pouvoir décider. Donc il faudrait qu'une droite un peu fière de ses convictions, alors là, voilà, s'unisse, s'allie pour arriver au pouvoir. Enfin, je veux dire, c'est en dehors du système électoral qui favorise ça. L'Italie, depuis Berlusconi, c'est-à-dire depuis le milieu des années 90, a compris que il fallait s'allier pour gouverner. En fait, c'est tout simple. Mm. Et dans ces cas-là, il faut sortir du cycle de l'anathème, du comment dire, du cordon sanitaire, etc., qui a marché d'une façon invraisemblable pour les élections législatives, Ouais. que je pensais terminées, eh bien non. Oui, effectivement. Est-ce que la droite française aujourd'hui, si elle s'allie dans un tel scénario, est prête justement à travailler avec Giorgia Meloni? Est-ce qu'il y Je a pense, déjà oui. des...
Je pense parce que alors, le RN, je pense, regarde avec un certain intérêt, en sachant que la population n'est pas la même, effectivement les traditions et cetera ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais je pense que c'est très intéressant de voir ce qu'elle peut réussir à faire, notamment sur le plan migratoire. Heu, Après c'est sûr qu'ils sont plutôt les alliés de la Ligue, notamment dans le même groupe de partis, à Strasbourg. Mais enfin tout ça, ça va dans le même sens. Faut pas Mmh. bon, même si, les alliés de Giorgia Meloni, c'est plutôt, les anciens élus de Reconquête ou Reconquête, en tout cas sur le plan idéologique et notamment sur le plan économique. Mais tout ça, on peut très bien, vous voyez, dans le gouvernement de Giorgia Meloni, il y a Antonio Tajani qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est un ancien président ou vice-président du Parlement européen. Lui, c'est la ligne centre droit. Mmh. Avec un catholicisme affiché par ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas de notre centre Mmh. droit, mais chacun ses spécificités. La France est beaucoup plus laïque, beaucoup plus laïcarde, je dirais, et on reviendra de plus loin, mais vraiment de beaucoup plus loin. Donc c'est sûr il faut adapter un programme politique à la situation française. Mais c'est sûr que s'il y avait la même chose en Espagne, et la même chose en Italie et en France, vous imaginez à quel point on peut renverser la table. Oui, effectivement. On parle beaucoup de ces questions donc diplomatiques avec Donald Trump, d'immigration. On en a rapidement parlé, mais j'aimerais creuser sur les 2 minutes qu'il nous reste, Marie d'Armagnac. La situation économique italienne aujourd'hui, est-ce que Giorgia Meloni a un bon bilan ou bien, par exemple, la Courrier international qui titre «L'ascenseur social est en panne depuis longtemps», donc en Italie. Voilà, est-ce que Giorgia Meloni peut aussi se réjouir de son bilan économique selon Alors vous? c'est trop tôt parce que le Courrier international peut bien titrer ça, mais il faut à ce Ouais. moment-là l'honnêteté oblige à dire qu'avant la gauche était au pouvoir pendant 10 ans. Oui. Donc bon, Ils oublient souvent de le préciser, voilà, c'est ça. Donc effectivement. ça fait à peu près 2 ans qu'elle est là. Elle a un ministre, des Finances qui était le même que celui de Draghi, qui est un cacique de la Ligue, Giancarlo Giorgetti, qui est il y a une vraie orthodoxie budgétaire, parce qu'il y en va de la crédibilité. Si vous voulez, c'est un cercle, il faut se remettre dans un cercle vertueux. Hem, Après, il y a encore des choses à faire. Il y a une crise de l'emploi, et cetera. Ça, c'est sûr, il y a un chômage des jeunes qui est très fort, mais il y a aussi, et si vous voulez, tout est lié et on voit que tout est lié. Il y a une démographie complètement en berne, avec beaucoup moins de naissances que de décès chaque année. Le solde est négatif Ouais. et donc c'est vrai que le budget qui est très serré qu'elle a présenté, il est orienté vers les familles et les entreprises, et donc en fait vers la classe moyenne. Elle essaye tant qu'elle peut, avec peu de ressources, voilà, de s'intéresser à la classe moyenne. Ils n'ont pas du tout encore, le niveau d'une politique familiale qu'on avait nous et d'incitation fiscale qu'on avait nous avant Hollande, mais c'est vers ça qu'il faut tendre, ça c'est sûr. Donc elle est un peu au milieu du gué. Elle rentre dans le dur un peu, si vous voulez, où elle engage des réformes. Elle va engager une réforme de la justice, alors j'attends de voir parce qu'il y a des négociations avec le parlement, les syndicats et cetera, et qui, je pense, permettrait aussi de débloquer les choses, notamment sur le plan migratoire, puisque les juges en Italie, une grande partie de la magistrature italienne se comportent, en fait, comme des législateurs abusifs, c'est-à-dire qu'ils réécrivent le droit, Mmh. des lois qui ont été votées, au parlement, et bien ne les appliquent pas. Donc voilà, il y a il faut débloquer, secteur après secteur, beaucoup de ce pays qui était un peu, enquisté dans la crise. Elle n'est pas au bout de ses peines, mais il y a des signes qui sont encourageants, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est fragile. Mmh. Quelles sont les prochaines, grandes étapes de son mandat, Marie d'Armagnac? Je pense en rentrer dans le dur des réformes, notamment la réforme de la justice. On va voir ce que va devenir cette réforme de l'éducation. Heu Voilà, ça va être, et puis les réformes institutionnelles, elle veut que le président du conseil, donc ce qu'elle est, soit élu directement au suffrage universel. Voilà, et puis, aussi la présidence de la République plutôt, qui est élue par les chambres. Enfin, elle veut des réformes institutionnelles, elle va peut-être engager un référendum, mais elle ne conditionne absolument pas sa présence au gouvernement au résultat de ce référendum. Mmh. C'est-à-dire que si elle perd, elle ne part pas.
Effectivement. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer à suivre tout ça de très près, Marie d'Armagnac. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On espère que le bilan de Giorgia Meloni va continuer à être aussi positif. Peut-être qu'il inspirera aussi certaines positions françaises, que ce soit à travers les élections ou bien décisions politiques. Et puis, bien sûr, on va continuer aussi à suivre cette influence de Donald Trump dans l'Union européenne. Et donc, on l'a compris, ça ne se fera pas sans Giorgia Meloni. Et donc, à ce titre, nous vous réinviterons probablement très prochainement pour en parler. Merci beaucoup, Je vous Marie remercie. d'Armagnac, et à très bientôt. Merci beaucoup.